Alors, je répète. Donc, le chapitre d'aujourd'hui consiste à la conception et l'implémentation de l'entrepôt de données. Et il est constitué par 4 parties. Donc, premièrement, on va commencer par la définition d'un data warehouse, les data marts, la modélisation dimensionnelle ainsi qu'un exercice. Pour l'exemple pratique, on va le voir, Inch'Allah, le prochain TP. Donc, un entrepôt de données ou data warehouse est une vision centralisée et universelle de toutes les informations de l'entreprise. Donc, on va centraliser toutes les informations de l'entreprise qui sont éparpillées un peu partout. Donc, c'est une structure comme une base de données qui a pour but, contrairement aux bases de données, est de regrouper les données de l'entreprise pour des fins analytiques. Donc, le but d'un data warehouse, c'est des fins analytiques et qui vise à améliorer quantitativement ou bien qualitativement la performance de l'entreprise. Donc, d'après Bill Inman, un entrepôt de données est une collection de données thématiques, intégrées, non volatiles et historisées, organisées pour la prise de décision. Donc, c'est quoi thématique? Thématique, c'est-à-dire orienté sujet. Donc, les données collectées doivent être orientées métier et donc traitées par thème. D'accord? Par exemple, dans notre cas, notre données qui seront collectées, qui ont une relation avec le calcul de chiffre d'affaires, d'accord? Par rapport à ça et ça et ça. Donc, ce sont orientés sujets. Donc, on parle de thématique. Les données sont thématiques. Intégrées, c'est-à-dire quoi? Intégrées, donc un nettoyage préalable des données est nécessaire dans un souci de rationalisation et de normalisation. Donc, bien sûr, on va intégrer ces données-là pour être homogène, si vous voulez. Donc, sont non volatiles. Ça veut dire quoi, non volatile? Donc, une donnée entrée dans un entrepôt de données l'est pour de bon et n'a pas vocation à être supprimée. Donc, on ne peut pas supprimer des données dans un entrepôt de données. Historiser, c'est-à-dire que les données du data warehouse doivent être historisées, donc datées, pour suivre l'évolution des indicateurs de performance. C'est-à-dire que, par exemple, l'attribut X a une valeur, par exemple, A en 2020. Donc, l'attribut X a une valeur 2 dans 2021. L'attribut X a une valeur 3 dans 2022. Ensuite, pour suivre l'évolution de cet indicateur de performance X. Est-ce que c'est clair? C'est clair? D'accord? Donc, les data warehouse étaient en général très volumineux et très complexes à concevoir. On a décidé de les diviser en bouchées plus faciles à créer. Donc, ce sont les data marts. On peut faire des divisions, par exemple, par fonction. Par exemple, un data mart pour les ventes et un data mart pour les commandes, un data mart pour les ressources humaines, ainsi de suite. Donc, si vous voulez, on divise le data warehouse, s'il est volumineux, en plusieurs data marts où chaque data mart représente un département parmi les départements de data warehouse. Maintenant, on passe à la modélisation dimensionnelle. Les faits et les tables des faits. Donc, une table de faits est une table qui contient les données observables, qui sont les faits, que l'on possède sur un sujet et que l'on veut étudier. C'est-à-dire, il représente ou bien il contient les mesures de performance selon divers axes d'analyse qui sont les dimensions ou bien qui sont représentés par les dimensions. Donc, les faits dans un entrepôt de données sont numériques. Donc, les faits ou bien les mesures de performance sont toujours numériques, ont un type numérique.
puisque d'ordre quantitatif. Donc, on va compter ces mesures-là. Donc, ce sont numériques. Il s'agit d'un ensemble d'attributs appelés mesures ou bien indicateurs de performance. D'accord? Donc, il peut s'agir ou bien il peut s'agir du quantité et montant commandé, par exemple, indicateur de performance sur la quantité commandée ou bien sur le montant commandé. Un indicateur de performance sur le chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, c'est le montant en argent des ventes dans une entreprise. Par exemple, un indicateur de performance du nombre d'unités vendues d'un produit. Donc, هادو هما les indicateurs de performance, ou bien si vous voulez les mesures, ou bien si vous voulez les faits, qui ont un type numérique et qui se trouvent dans les tables de faits. Un fait représente la valeur d'une mesure calculée ou bien mesurée selon un membre de chacune des dimensions qui se trouve dans le modèle relationnel. Alors, une table de faits représente une association entre plusieurs tables de dimensions. Donc, chaque table de faits possède des associations ou bien des liens entre plusieurs tables de dimensions. Une table de faits contient les clés associées aux dimensions. Il s'agit de clés étrangères vers les dimensions. Une table de faits contient plus d'enregistrements qu'une table de dimensions. Les mesures doivent référencer et avoir un lien direct avec les clés des dimensions. Et une table de faits se présente généralement comme suit. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le nom de la table de faits ici. Ensuite, on a la liste de clés étrangères ou bien les foreign keys. Donc, les foreign keys, ce sont les clés étrangères vers les dimensions. Donc, par exemple, ici, j'ai N foreign key. Ça veut dire que cette table de faits est reliée avec une dimension. Ou ici, j'ai les clés étrangères de chaque dimension. Est-ce que c'est clair pour les foreign key? Donc, les clés étrangères représentent les clés de table de dimension. Ensuite, nous avons les dimensions dégénérées. On va voir. C'est quoi une dimension dégénérée? Une dimension dégénérée, c'est quoi? Donc, une dimension dégénérée, c'est une dimension qui ne contient pas d'attribut. Elle contient seulement la clé de la dimension et elle ne possède pas d'attribut. Est-ce que c'est clair? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? وراكم تفهموا؟ C'est clair? Oui, par exemple, je veux calculer, par exemple, le nombre des livres vendus par exemple, par titre, par région, et non, par titre, oui, par titre de livre, par maison d'édition, par exemple, et par région. Dans la maison d'édition, par exemple, عندي seulement la maison d'édition. ما عنديش, par exemple, le numéro de la maison d'édition, la région de la maison d'édition, le directeur de la maison d'édition. Par exemple, عندي غير le nom de la maison d'édition. Est-ce que c'est clair? Donc, le nom de la maison d'édition représente la clé de la dimension maison d'édition. Donc, j'ai pas d'autres attributs. Donc, هذه اسمها dimension dégénérée. C'est-à-dire que la dimension,
Oui, bien sûr. C'est-à-dire la dimension dégénérée واش نديروا لها la clé ديالها هنا mais ما نسميوهاش clé étrangère vers les dimensions نسميوها dimension dégénérée. Mais réellement, c'est le clé étrangère de la dimension concernée. D'accord? De rien. Ok. Alors, et après la partie de dimension dégénérée, nous avons les mesures à calculer. Donc, la concaténation des clés étrangères vers les dimensions ainsi que les dimensions dégénérées représente les clés primaires de la table de faits, c'est-à-dire les foreign keys, les primary keys, pardon. Donc, les primary keys représentent la concaténation entre les foreign keys vers les dimensions ainsi que les dimensions dégénérées. Est-ce que c'est clair? C'est bon pour la table de faits? Et les mesures hadouma هنايا représentent par exemple et les mesures hadouma représentent par exemple les mesures par exemple le chiffre d'affaires, par exemple la quantité commandée, par exemple la quantité par exemple la quantité commandée, le montant commandé, ainsi de suite. هذو هما les mesures. Les mesures قلنا يكونوا de type numérique. Alors, pour la table de dimension, donc une dimension est une table qui représente un axe d'analyse selon lequel on veut étudier des données observables, qui sont les faits, qui se mise à une analyse multidimensionnelle, donne aux utilisateurs des renseignements nécessaires à la prise de décision. Donc, on appelle une dimension un axe d'analyse. Donc, un axe d'analyse, c'est une dimension. C'est-à-dire, par exemple, si je prends... Par exemple, je veux calculer le chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, c'est une mesure ou bien dimension. Je veux calculer le chiffre d'affaires. Mesure, très bien. Donc, je veux calculer le chiffre d'affaires, par exemple, par rapport aux régions et un produit. Donc, région et produit représentent quoi? Les dimensions, très bien. Donc, on appelle une dimension un axe d'analyse. Il peut s'agir des clients, des produits, d'une entreprise ou bien d'une période de temps, par exemple, comme un exercice financier. Chaque membre de la dimension a des caractéristiques propres, en général textuelles, c'est-à-dire les membres d'une dimension généralement sont de type textuel. Donc, une table de dimension se présente en général comme suit. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le nom de la table, le nom de la table de dimension. On a la clé primaire de la dimension, ou bien on connaît la clé primaire, ou bien la clé de substitution. Donc, c'est primary key de la clé de dimension. Donc, clé primaire, c'est la clé de substitution. Nous avons aussi la clé naturelle, natural key. Ou bien, on connaît la clé naturelle, ou bien on connaît la business key, ou bien clé d'affaires. Et nous avons aussi la liste des attributs. La liste des attributs qui se trouve dans la dimension concernée. Donc, nous avons deux clés. Regardez, nous avons deux clés. Une clé primaire. Donc, la clé, c'est une clé primaire ou bien primary key. On a aussi clé de substitution ou bien
surrogate key ou bien clé non intelligente. Oh là, les oiseaux, je vais changer de place. D'accord? Donc, c'est une clé non intelligente, cette clé primaire-là. Elle permet de remplacer la clé naturelle qui se trouve dans le système opérationnel. D'accord? Donc, cette clé-là permet de remplacer la clé naturelle qui se trouve dans le système opérationnel. Pourquoi? Je connais, on utilise une clé de substitution pour remplacer la clé naturelle qui se trouve dans le système opérationnel. Pourquoi? C'est afin de rendre un élément unique dans la dimension. Ok? Pour cette clé naturelle, ou bien business key, donc la clé naturelle est toujours nécessaire pour par exemple, pardon? Donc la clé naturelle est toujours nécessaire dans cette table de dimension. Donc, pour pouvoir faire la correspondance entre l'élément de dimension et l'élément de la table au niveau du système opérationnel. Donc, cette clé naturelle représente la clé qui se trouve au niveau du système opérationnel pour faire une correspondance. D'accord? Donc, cette clé permet de garder un lien entre cette dimension et le système opérationnel. D'accord? Pardon? Oui, elle peut être la même. Mais pourquoi on une clé primaire et on garde la traçabilité de la clé naturelle? Pourquoi? Imaginons que la clé naturelle se change au niveau de base de données opérationnelle. Qu'est-ce qu'il va engendrer? Qu'est-ce qu'il va engendrer? Voilà. Donc, on perd le lien entre la dimension et la table qui se trouve dans le système opérationnel. Imaginons que le gestionnaire a changé la clé naturelle, ou la بدلها اسمها, ou la بدل le type ديالها, ou là. Donc, on va perdre ce lien-là. C'est pour cela qu'il faut substituer cette clé naturelle par une autre clé qui s'appelle clé primaire pour la définition d'une dimension. Et en gardant, si on veut, la traçabilité de la clé de système opérationnel en utilisant ce champ-là, clé naturelle ou bien clé d'affaires. Est-ce que c'est clair? Exactement, oui. Et la clé primaire de la dimension, c'est la clé de substitution de cette clé naturelle. Donc, دركا في la dimension, on utilise la clé primaire de notre dimension qui est en bleu. Mais c'est la clé naturelle. Donc, non. Oui. La dimension dégénérée, حب يقول dimension فيها un seul attribut. فيها par exemple فيها غير la clé برك. فيها un seul attribut. هذه شنو تاع dimension dégénérée. Elle est
C'est-à-dire que la dimension, elle est définie seulement. Alors, on a un exemple d'une dimension dégénérée l'exercice, on va le voir, d'accord? C'est-à-dire que la dimension dégénérée, معناتها فيها غير la clé, ما فيهاش هذوما les attributs. Elle est définie par une clé seulement, pas d'attributs. هذه واش معناتها dimension dégénérée. Donc on évite de modéliser les dimensions dégénérées avec les autres dimensions et on intègre le clé primaire carrément comme un clé étrangère. Comme un clé étrangère dans la table de faits. Est-ce que c'est clair? Et la clé naturelle représente la clé d'une dimension dans le système opérationnel. C'est bon? Ok, très bien. Ah, pardon? Oui, la clé de substitution, c'est la clé primaire de la dimension. Mais chez de la table qui se trouve au niveau de système opérationnel, non, c'est la clé primaire de la dimension. Mais chez de la table qui se trouve dans le système opérationnel. Est-ce que c'est clair? Oui, je regarde. Voici un exemple. Par exemple, هذه c'est une table au niveau de base de production, c'est-à-dire cette table qui se trouve au niveau de système opérationnel, le système source. La table هذه, elle s'appelle étudiant et elle est définie par un primary key qui s'appelle matricule. D'accord. Donc هذا هو natural key. هذا هو هذه هي la clé naturelle qui se trouve dans la dimension étudiant. D'accord. Ensuite, la clé primaire de la dimension, c'est une autre clé qui sera définie par le concepteur, par exemple, qui est numéro étudiant. C'est le primary key. C'est-à-dire que le primary key de la table de base de production, il est le natural key de la dimension étudiant et on redéfinit un nouveau primary key pour la dimension étudiant. C'est le lien permet de garder le lien avec le système source. D'accord? Ou il est surrogate key. Donc, c'est la clé de substitution. Les rames en bleu, c'est la clé de substitution. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, quel est l'avantage? L'avantage de la clé de substitution, c'est l'indépendance du système source. Donc, on ne peut garantir que la clé d'affaires ne change pas dans le système source. Donc, l'avantage d'utiliser une nouvelle clé de substitution qui présente primary key de la dimension, c'est pour faire une indépendance entre le système source et le système et notre nouveau système, parce qu'on ne sait jamais cette clé-là sera changée dans le futur, donc on va perdre ce lien-là. D'accord? Donc, les attributs d'une table de dimension sont souvent utilisés comme tête de ligne. Donc, les attributs d'une table de dimension sont souvent utilisés comme tête de ligne et tête de colonne dans un rapport ou un résultat de requête, ou bien dans un cube de données. Donc, les dimensions, les têtes de ligne et les têtes de colonne. Et les mesures, l'intersection entre les lignes et les colonnes. Une table de dimension contient en général beaucoup moins d'enregistrements par rapport aux tables de faits. Une clé de substitution est une clé non intelligente utilisée afin de substituer la clé naturelle, business key, qui provient des systèmes opérationnels. Donc, la clé de substitution est alors utilisée dans un entrepôt de données
pour remplacer et compléter la clé artificielle du système opérationnel afin de rendre un élément unique dans la dimension. La clé de substitution n'a aucun sens en termes d'affaires. Elle est utilisée dans l'entrepôt de données seulement. C'est-à-dire que la clé primaire de chaque dimension n'a aucun sens en termes d'affaires. D'accord? Elle est seulement utilisée pour unifier les éléments de cette table de dimension. La clé artificielle ou naturelle dans la dimension est toujours nécessaire pour pouvoir faire la correspondance entre l'élément de dimension dans l'entrepôt et l'élément de la table des clients dans le système opérationnel. Donc, pour garder ce lien-là entre la dimension et la table au niveau du système opérationnel. En ce qui concerne la dimension dégénérée, donc la dimension dégénérée est une clé de dimension dans la table de faits qui est en général sans attribut. Exemple, on veut par exemple calculer quelques clés de performance en utilisant le numéro de bon de commande. Donc, la dimension fait le numéro de bon de commande. Donc, ça sera une dimension dégénérée dans la table de faits. Par exemple, numéro de point de vente. On est censé d'avoir seulement le numéro de point de vente. Donc, cette dimension-là soit une dimension dégénérée dans la table de faits. Donc, vu qu'il s'agit d'une seule clé de dimension, nous évitons alors de créer une table de dimension pour ce clé-là et ce qui fait que cette table de dimension a dégénéré dans la table de faits. C'est pour cette raison que cette clé est appelée dimension dégénérée. Donc, en fait, il y a une clé. Regardez, en fait, il y a une clé, mais c'est une dimension dégénérée. Donc, les attributs d'une dimension sont organisés. Alors, je vais vous présenter l'exemple avant de passer à une autre idée. Regardez par exemple cet exemple-là. Donc, c'est une table de faits pour le calcul de chiffre d'affaires. Donc, la mesure ici, je veux calculer le chiffre d'affaires par rapport aux titles de livres, par rapport aux publishers de livres, par rapport aux authors de livres et par rapport au store name, c'est-à-dire le nom de magasin. Donc, je répète, je veux calculer le chiffre d'affaires des livres, publishers, authors et store name. Donc, voici la table de faits et voici les tables de dimension. Donc, ici, كاين d'autres attributs, mais ما راهمش يبانوا ici. C'est-à-dire, la classe titles, فيها la clé title et فيها d'autres attributs. Même chose pour publishers et même chose pour authors. Par contre, store name, non. Store name, donc, on avait une dimension وين عندنا غير store name comme clé. ما عندناش d'autres attributs. هنا هادوما les trois tables de dimension, les attributs تاعهم ماهمش يبانوا. Par contre, store name, non. Les attributs ديالها ما عندهاش. Donc, c'est une dimension dégénérée. Donc, au lieu de créer ici une dimension avec seulement une clé, donc, la dimension, ça sera une dimension dégénérée dans la table de faits. Est-ce que c'est clair? Hein? Oui. Non, ما تترسمش. Regardez, ما راهيش مرسومة. Juste نزيدو la clé ديالها في la table de faits. Ok, très bien. Alors, les attributs d'une dimension sont organisés suivant des hiérarchies où chaque membre appartient à un niveau hiérarchique ou bien un niveau de granularité.
Par exemple, la dimension temporelle, donc on peut avoir plusieurs niveaux de granularité ou bien plusieurs niveaux d'hierarchie pour la dimension temporelle, par exemple jour, mois et année. Dans la dimension géographique, par exemple, on peut avoir plusieurs niveaux de granularité, par exemple magasin, ville, région et pays. Par exemple, la dimension produit, nous avons produit, catégorie et marque. Donc, les membres d'une dimension peuvent être divisés en plusieurs niveaux de granularité ou bien plusieurs niveaux hiérarchiques. En ce qui concerne la modélisation, donc il existe trois formes de modèles multidimensionnels. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le modèle en étoile, on a le modèle en flocon de neige et on a le modèle en constellation. On commence par le modèle en étoile. Donc, le modèle en étoile, donc le modèle en étoile, euh, le modèle en étoile contient, je vais, donc le modèle en étoile contient une table de faits centrale et des dimensions. Donc on a une seule table de faits et plusieurs dimensions. Donc dans un modèle en étoile, on a une seule table de faits et plusieurs dimensions. Les dimensions n'ont pas de liaison entre elles, c'est-à-dire les dimensions ne sont pas connectées entre elles et on a absence d'hierarchie au niveau des dimensions. Donc, on n'a pas un niveau hiérarchique par rapport aux dimensions dans le modèle en étoile. Pour les avantages, facilite la navigation et on a un certain niveau de performance par rapport au nombre de jointures qui sont limitées. Comme inconvénient, il possède des dimensions dénormalisées. Aussi, on a redondance dans les dimensions. Ça veut dire quoi, dimension dénormalisée? Ça veut dire quoi, la dénormalisation? Une dimension, là, une table dénormalisée. Une dimension dénormalisée. Ça veut dire quoi? Exactement, exactement. Voilà. Donc, dimension dénormalisée, c'est-à-dire que un attribut non clé peut définir un autre attribut. D'accord? Par contre, dimension normalisée, c'est-à-dire que tous les attributs dépendent d'une seule clé de la dimension. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, voici un exemple de modèle en étoile. Par exemple, on a une table de faits qui s'appelle vente et on a 5 dimensions qui s'appellent stories, titles, authors, time and publishers. Donc, dans la table de vente, quelles sont les clés de performance? Quelles sont nos clés de performance? Quelles sont nos mesures? Et très bien, très bien, très bien, très bien. Donc, voici les mesures qu'on veut calculer. Nous avons le chiffre d'affaires et la quantité. Le chiffre d'affaires et la quantité par rapport à quoi? Lesquels? Stores, titles, orders, time and publishers. Voilà. Et comme Hadouma, c'est quoi? Ici, c'est quoi? C'est les clés étrangères des dimensions. Et chaque dimension possède des clés, des primary keys, d'accord? Ainsi que une liste d'attributs. Donc, ici, on n'a pas de dimensions dégénérées. Chaque dimension possède une liste d'attributs. Est-ce que c'est clair? Par, par, par exemple, hein? Pardon? Oui, oui, oui. Ici, oui, ici, il n'y a pas de clé naturelle. Oui.
En fait, هذه store ID, je pense هي la clé naturelle au niveau de base de données source. D'accord? Mais il faut utiliser. Oui, non, 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 mais même pas, c'est pas fonction, c'est pas professionnel si vous voulez. D'accord? Il faut toujours préparer une nouvelle clé naturelle pour chaque dimension et garder, pardon, une nouvelle clé de substitution pour chaque dimension et de garder la traçabilité de la clé naturelle de chaque dimension par rapport aux bases de production. Est-ce que c'est clair? Très bien. Maintenant, pour le modèle en flocon, donc pour rendre simple la lecture du modèle en étoile, on regroupe certaines dimensions et on définit alors des hiérarchies. C'est-à-dire que ici, par exemple, on veut par exemple définir des hiérarchies ici, à ce niveau-là. Par exemple, time, une table times, ici moi, ensuite une autre hiérarchie ou bien un autre niveau de granularité pour l'année. C'est-à-dire que le modèle en flocon, c'est modèle en étoile plus la normalisation des dimensions. C'est-à-dire, le modèle en étoile, les tables ou bien les dimensions sont dénormalisées. Au niveau de modèle de flocons, donc on normalise nos dimensions. Donc, les avantages, réduction du volume, permettre des analyses par palier, donc drill down and roll up, sur la dimension hiérarchisée, comme inconvénient, navigation difficile ainsi que nombreuses jointures. Voici un exemple. Donc, nous avons la table de fait vente, nos mesures qui sont quantité et chiffre d'affaires, nos clés étrangères vers nos dimensions qui sont publishers, times, others, titles and stores. Maintenant, on a créé des hiérarchies pour chaque dimension ou bien on a diminué le niveau de granularité de chaque dimension. Donc ici, au niveau de publishers, nous avons publishers ID, publishers name. Ensuite, une autre dimension city, une autre dimension state, une autre dimension country. Même chose pour times. Donc times, ensuite mois, ensuite année. Même chose pour others. Donc nous avons city, state. Même chose pour title et stars. Donc, ici, on va normaliser les tables de dimension au niveau de modèle en étoile. Maintenant, pour le modèle en constellation, qu'est-ce qu'on a? Il consiste à fusionner plusieurs modèles en étoile qui peuvent utiliser des dimensions communes. C'est-à-dire, nous avons plusieurs modèles en étoile et par exemple, ces modèles en étoile utilisent les mêmes dimensions. Donc, on fait quoi? On relie les tables de faits par les dimensions communes entre les deux modèles en étoile. Donc, un modèle en constellation comprend donc plusieurs tables de faits. Donc, ici, on trouve plusieurs tables de faits et des tables de dimensions communes ou non à ces tables de faits. Voici un exemple de modèle en constellation. Donc, nous avons deux tables de faits. D'accord? Donc, cette table de faits utilise ces deux dimensions. Donc, effective, employé utilise jobs and publishers. Et la table de faits chiffre d'affaires utilise publishers, orders, stores, année, ainsi que titles. Est-ce que c'est clair? Non, pourquoi? Non, regardez, parce que le décideur, d'accord, ou bien nos clients, les décideurs, veut que la mesure effective, donc il veut savoir l'effectif employé par rapport aux jobs et
publishers. D'accord? Par contre, il veut savoir le chiffre d'affaires par rapport aux authors, stars, années et titles. Est-ce que c'est clair? Non, 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 c'est faux parce que لو كان زادوا effectif داخل التابل دو في هذه هو l'effectif ماهوش يسحقها par title اني ستار et author et publishers non هو l'effectif il est besoin d'effectif par jobs et author seulement parce que لو كان يدير effectif هنايا يسمى هو pour calculer cette mesure il faut utiliser cette dimension et cette dimension et cette dimension et cette dimension. Or que non, le besoin يحوس l'effectif par rapport aux jobs et publishers. Oui, ماشي غير باش ما يكثرش لي جوانتور سي فو سي فو لو كان يدير l'effectif هنا وهو يحوس على les effectifs par rapport aux jobs et publishers. D'accord? Pardon? Voilà, par exemple, un décideur, voici ma base de données opérationnelle et je peux avoir l'effectif des employés. هو يحوس يعرف l'effectif des employés par rapport aux jobs et publishers. انتيا واش تروحي ديري؟ تروحي تشوفي لا باز دو دوني اوبيراسيونيل ديالو منين تجيبي لي jobs ومنين تجيبي لي publishers. Tu sélectionnes les tables au niveau du système opérationnel pour accéder à l'information ou bien aux relations entre jobs, publishers et effectifs. Comment tu calcules effectif? Donc, tu dirais la formule pour calculer l'effectif. Ensuite, tu alimentes les deux dimensions à partir de système opérationnel afin de calculer l'effectif en utilisant ces deux liens-là. Non, ما تقدريش. عندك table de fait reliée مع 5 dimensions, il faut utiliser les 5 dimensions à la fois. ماشي une table de fait reliée avec 5 dimensions وانتي تروحي تخدمي غير مع 2 dimensions. Non. Tu dois utiliser les 5 dimensions. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, chaque table de fait doit être reliée avec les dimensions concernées par la mesure elle-même. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Allô? Très bien, de rien. Alors, on termine un exercice. Donc, dans le cadre des différentes opérations électorales, nous supposons que nous disposons d'une base de données élect contenant les tables suivantes. Donc, nous avons la table élection, la table wilaya, la table commune, la table budget, la table inscrit, centre de vente, bureau de vente, vote, résultat, état civil. Voici. Donc, regardez. Par exemple, هذا exemple qui m'a la base de données ديالها. Regardez. هذه la base de données opérationnelle هي كبيرة, oui ou non? Oui ou non? Allô? Oui, il y a plusieurs tables, chaque table il y a plusieurs attributs, il y a beaucoup d'informations, ainsi de suite. Mais on ne vise pas comme la base de données opérationnelles. Donc, l'exemple reflète votre projet. Tout le monde a comme deux bases de données كبار ou chargent plusieurs tables et tout. La même chose, une base de données كبيرة, il y a plusieurs tables, plusieurs informations, plusieurs attributs, ainsi de suite. Maintenant, les mesures de performance à calculer. Alors, afin d'analyser plusieurs aspects dans le déroulement des élections, il est demandé de mettre en place un entrepôt de données capable de répondre aux requêtes suivantes. On prend la première requête.
On veut calculer le nombre et taux d'inscrits par âge, tranche d'âge, sexe, commune, wilaya et région. On veut calculer le nombre et taux de non-inscrits par âge, tranche d'âge, sexe, commune, wilaya et région. Le nombre et taux de participants au vote par âge, tranche d'âge, sexe, commune, wilaya, région, type d'élection, bureau et centre de vote. Taux de bulletins expirés et taux de bulletins nuls par commune, wilaya, région, type d'élection, bureau et centre de vote. Montant du budget alloué, budget consommé et taux de consommation par commune, wilaya, région et type d'élection. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nombre et taux d'inscrits, ce sont les mesures. Âge, tranche d'âge, sexe, commune, wilaya, région, ce sont les dimensions. Nombre et taux des non-inscrits, ce sont les mesures. Âge, tranche d'âge, sexe, commune, ce sont les dimensions, ainsi de suite. Donc, c'est bon, j'ai défini quelles sont les mesures et j'ai défini quels sont les axes d'analyse. Maintenant, je passe aux questions pour la modélisation. La question, proposer une modélisation en étoile pour les 5 requêtes. Donc, pour les 5 requêtes, je veux avoir des modélisations en étoile. Ensuite, proposer une modélisation en flocon de neige pour la question numéro 3. Donc, pour la question 3, je veux avoir modélisation en flocon de neige, en plus de la modélisation en étoile. Et la dernière question, donner le modèle en constellation de 7 entrepôts de données. Maintenant, je veux avoir un modèle en constellation pour toutes les requêtes, c'est-à-dire pour l'entrepôt de données général. Donc, en répondant sur la première requête, voilà, le modèle en constellation, c'est le modèle qui fait plusieurs tables de faits où nous avons des dimensions communes entre les tables de faits. De rien. Alors, pour la première question, ou bien pour la première requête, on veut savoir le nombre et taux d'inscrits par âge, tranche d'âge, sexe, commune, wilaya et région. Donc, voici la table de faits, d'accord? Voici les mesures ou bien les clés de performance. Donc, nous avons nombre d'inscrits et le taux d'inscrits. Voici. Et voici les dimensions. Donc, âge, ici. Tranche d'âge, donc c'est un attribut qui se trouve dans la dimension âge. Sexe, regardez, Hadi sexe, c'est une dimension. Sexe, c'est une dimension dégénérée. Très bien. Donc, sexe, c'est une dimension dégénérée qui possède seulement la clé. Donc, on peut enlever cette dimension et ajouter seulement ici la clé étrangère. Commune, donc regardez la dimension commune qui possède un attribut qui s'appelle wilaya et un attribut qui s'appelle région pour définir la commune, la wilaya et la région. Voilà, c'est le modèle en étoile pour répondre à la première question. Maintenant, la deuxième question, nombre et taux des non inscrits par, voilà. Donc, le nombre et taux de non inscrits par âge, tranche d'âge, sexe, commune, wilaya et région. Même chose pour la troisième question. Donc, nombre et taux de participants par. Donc, nombre et taux de participants. Nombre et taux de participants par âge, tranche d'âge, sexe, bureau, donc numéro de bureau, centre, commune et wilaya. Quel est l'inconvénient de ce modèle-là? C'est il est dénormalisé. D'accord? Pour la dernière question, pour la quatrième requête, donc taux des bulletins expirés et taux des bulletins nuls. Donc taux des bulletins expirés et taux des bulletins nuls par bureau,
centre, commune, wilaya, région et type d'élection. Donc, هادوما كامل درناهم في une seule dimension. Parce que on peut définir par exemple le bureau si par exemple je connais le bureau, c'est-à-dire automatiquement le numéro de bureau, je connais automatiquement le numéro de centre. Si je connais le numéro de centre, je connais automatiquement la commune. Si je connais la commune, je connais automatiquement la wilaya. Si je connais la wilaya, je connais automatiquement la région. Et je connais la région, je connais automatiquement le type d'élection. Même chose pour montant du budget alloué. Budget consommé et taux de consommation. Donc, trois mesures par rapport à commune, wilaya, région et type d'élection. Voilà. Maintenant, pour la deuxième question, en ce qui concerne le modèle en flocon de la troisième question. Donc, voici la troisième question en étoile. Voici la troisième question en étoile. En flocon, donc, on a gardé la même table de faits, mais on a fait quoi? On a créé des hiérarchies par rapport aux dimensions. Par exemple, ici, quand on dit âge, une seule dimension, âge et tranche d'âge, واش درت هنايا âge ولات une dimension et tranche d'âge une autre dimension, donc une hiérarchie d'âge. Par exemple ici quand on dit une seule dimension فيها bureau, centre, wilaya, région, ainsi de suite. Ici on a fait quoi? Donc une dimension seulement pour le bureau. Ensuite, une dimension pour centre. Ensuite, une dimension pour commune, wilaya et région. C'est une hiérarchie d'étapes. Par exemple, élection, là, il y a un type d'élection. Si je veux savoir le type d'élection. Sinon, si je veux savoir le type d'élection en passant par l'information de bureau, donc je passe par là. Donc, bureau, type d'élection, centre, ainsi de suite. Pour le modèle en constellation, donc on fait quoi? On prend les 5 modèles en étoile, les 5 modèles en étoile, et on sélectionne les dimensions communes entre les modèles et on relie les tables de faits par la même dimension commune. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne la modélisation? Donc, c'est ce que vous devez préparer pour dimanche Inch'Allah. Donc, vous préparez un modèle adéquat pour répondre aux mesures demandées dans votre projet. Est-ce que c'est clair? Très bien, très bien. Donc on a terminé la séance. Oui. Les deux bases de données, oui. Oui.